Bonjour Kevin, bonjour à tous et bienvenue dans la masterclass Do It Yourself et Direct to Fans, la désintermédiation dans la French Touch. Donc c'est vraiment l'une des plus grandes tendances du secteur culturel aujourd'hui. Et en fait, dès les années 70, avec la scène punk qui démystifie ce processus de production culturelle en signalant en fait à chacun que chacun a la capacité d'être un acteur de la culture, et ça s'est traduit par le do it yourself. Et aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, on observe les phénomènes d'autoproduction, autodistribution, autopromotion, auto-édition. Et donc ça vient vraiment remettre en cause les acteurs classiques de la chaîne de valeur. Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, et plus précisément dans le secteur musical. Et c'est pour ça que nous avons avec nous Kevin Primiciro, qui est le cofondateur de Pianity. C'est la première marketplace de NFT musicaux en France. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais simplement vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le chat directement, et Kevin y répondra dans quelques instants. Kevin, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, aujourd'hui dans cette masterclass, j'avais envie de faire un peu un overview de l'évolution de l'industrie de la musique et de comment le numérique a justement influencé cette évolution. Donc on va parler de do it yourself, on va parler de direct to fans, et on va aussi parler de do it together. Donc en fait derrière ces mots, ces anglicismes, en fait ils se cachent à chaque fois une petite désintermédiation, une petite étape qui a amené cette désintermédiation, et on va voir comment ça c'est arrivé. Ce qui est important en fait de se rappeler, c'est que la musique, c'est quelque chose qui existait avant l'arrivée du numérique, contrairement par exemple aux jeux vidéo. Et du coup, la musique a trouvé dans le numérique, on va dire, un support de prédilection, parce que ça lui a permis d'être mieux enregistré, mieux partagé, écouté plus de fois, etc. Mais ça a aussi remis en question toute l'industrie à plusieurs reprises. Contrairement aux jeux vidéo, en fait, qui a évolué peut-être plus facilement avec le numérique. Donc si on prend par exemple l'industrie de la musique il y a 20 ans, en gros on est passé du vinyle à la cassette, et puis au CD, et puis finalement au stream. Et en fait, cette évolution de l'industrie musicale a notamment permis à chaque fois de réduire les coûts, que ce soit les coûts de distribution, mais aussi les coûts de production de la musique. Et ça a permis de plus en plus aux artistes de s'autoproduire. En gros, à l'origine, les maisons de disques, elles existaient pour financer les artistes à gros potentiel, donc pour leur permettre de produire leurs premiers morceaux, et un peu comme un VC aujourd'hui finance une start-up pour lui permettre de se lancer et d'avancer plus vite. La maison de disques était là pour financer l'artiste. Mais avec l'arrivée du numérique, ça coûtait de moins en moins cher en fait de lancer son premier morceau, et au final aujourd'hui on peut enregistrer sa musique un peu n'importe où à moindre coût grâce à son téléphone. Donc la légitimité un petit peu d'une partie du business des maisons de disques a été remise en question, et c'est notamment ce qu'a fait Believe en fait en arrivant. Believe dans les années 2000 a pris le pari de dire ça va coûter de moins en moins cher de produire des morceaux. C'est de plus important d'être visible sur Internet, sur les plateformes de streaming. Alors à l'époque, c'était pas des plateformes de streaming, mais c'était en tout cas distribuer sa musique sur Apple Music, par exemple. Donc Believe est arrivé en disant on donne à l'artiste plus de liberté, on fait signer des contrats un peu différents qui donnent plus d'autonomie à l'artiste, et on lui permet de se produire quasiment seul, et nous on arrive comme support et comme distributeur. Et donc ça a vraiment permis d'ouvrir cette porte à l'artiste du do it yourself. Dans le même temps, il y a eu aussi une autre évolution qui est arrivée grâce à MySpace dans les réseaux sociaux, qui a été un des premiers réseaux sociaux, et qui a permis à l'artiste de prendre contact directement avec ses fans.
C'est-à-dire qu'au lieu de passer à travers des médias comme la radio, comme des chroniques télévision ou comme des publications dans des journaux, l'artiste pouvait directement prendre contact avec ses fans et communiquer directement avec eux, et permet aussi de se construire directement sa fanbase sur MySpace. Et donc cette émergence des réseaux sociaux a remis complètement en question cette partie marketing de la musique qui est aussi devenue moins cher qu'avant, et ça a aussi complètement changé les habitudes des fans qui avant, pareil, pour découvrir de la musique, dépendaient des radios, dépendaient de la télévision. Ils sont mis à pouvoir découvrir des artistes et de la musique en autonomie sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu d'abord MySpace, puis bien sûr Facebook, et puis ensuite des plateformes complètement dédiées à la musique comme SoundCloud, qui jouaient vraiment le rôle de réseaux sociaux musicaux. Et maintenant, on a aussi Groover qui vient faire de l'interconnexion entre les professionnels de la musique et qui permet aux artistes qui débutent de se faire découvrir par les professionnels, de recevoir du feedback sur leur musique et de pouvoir progresser, et qui permet justement aux professionnels de directement découvrir des nouveaux artistes. Donc on voit que le processus de découverte des nouveaux talents a aussi complètement changé, que ce soit au niveau, on va dire, direct to fan, mais aussi entre les professionnels eux-mêmes. Et dans le même temps, donc il y a eu donc ça, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'effets positifs de l'arrivée numérique, mais il y a aussi eu un gros effet négatif. En fait, c'est que au début des années 2000, c'est là où il y a eu les premiers piratages à grande échelle de morceaux. Avant, c'était assez difficile de pirater. Il fallait qu'on ait un ami qui ait fait une copie d'un CD et qu'on lui achète directement. Là, en fait, il suffisait qu'une personne fasse une copie, la mette en ligne pour que la terre entière ait accès à la musique gratuitement. Et c'est comme ça que Napster en fait a démocratisé un peu cette pratique, et c'est vraiment venu comme un coup dans l'industrie, avec des parts de marché, des majors, des maisons de disques qui ont diminué d'année en année. Les rémunérations des artistes ont commencé à chuter également. Et en fait, c'est là où le streaming est arrivé comme sauveur, et des plateformes comme Spotify sont venues pour un peu sauver l'industrie. Et en fait, ce qu'elle proposait, c'était plutôt que de dire aux fans, maintenant, au lieu d'acheter un CD en particulier, et du coup, au lieu de pirater un CD en particulier, ce que Spotify propose, c'est un accès illimité à toute la musique qui existe. Et alors ça a un avantage, c'est que du coup, ça devenait complètement contre-productif d'aller pirater des morceaux un par un, parce que c'est beaucoup plus simple d'accéder à tout d'un coup et potentiellement gratuitement. Donc ça a mis vraiment un stop au piratage. Donc ça a été vraiment l'effet bénéfique. Par contre, c'est venu avec tous ces désavantages, c'est-à-dire la rémunération des artistes qui a continué quand même à chuter, en particulier la rémunération des artistes qui débutent. Aujourd'hui, sur les plateformes de streaming, 90% des artistes gagnent moins de 1 000 € par an. Donc autant dire que c'est quasiment impossible pour la plupart des artistes de vivre de leur musique et de vivre du stream. Il y a en fait 0,1% des artistes sur Spotify qui peuvent vivre de leur musique. L'autre chose aussi, c'est que cette redistribution de valeur est complètement opaque. Quand on paie son abonnement sur Spotify, c'est plus comme quand on achetait un CD à la Fnac où on disait j'achète le CD de mon artiste et je sais qu'une partie de l'argent va arriver à cet artiste. En fait, quand on paye son abonnement Spotify, c'est Spotify qui le redistribue de manière assez opaque et de manière assez inégalitaire, parce qu'on sait que Spotify va signer des contrats privilégiés avec des gros artistes pour encore plus, c'est ce qui défavorise encore plus les plus petits. Et du coup, finalement, le fan reste un peu déconnecté de son artiste, parce que son seul moyen de s'engager avec lui, c'est juste d'écouter son morceau, mais il va devenir juste un nombre de lectures supplémentaires sur l'artiste, mais c'est tout, en fait. Et donc, pour remédier à ça, il y a eu des étapes qui ont aussi été franchies. Donc il y a le financement participatif qui est arrivé avec des plateformes comme à la fois Kickstarter, donc pour aider un artiste à démarrer, mais aussi des plateformes comme Patreon qui sont venues
pour permettre de soutenir les artistes sur le long terme. Donc ces plateformes ont permis effectivement aux artistes de se lancer, permettent de soutenir des artistes, mais ne sont pas forcément des plateformes qui sont déjà dédiées à la musique, mais permettent quand même cette approche communautaire et permettent à l'artiste de se recréer cette communauté qu'il pouvait avoir auparavant quand on lui achetait des disques. Et aussi permet à l'artiste de voir qui le supporte, l'aide réellement. Et donc nous, chez Pianity, on pense que les NFT vont arriver un peu comme la dernière brique dans cet aspect communautaire de la musique et donc dans ce do it together. Parce que les NFT vont vraiment permettre à l'artiste d'engager beaucoup plus ses fans et aux fans de se sentir beaucoup plus intégrés dans la communauté de l'artiste. Donc déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un NFT ? Donc un NFT, c'est un certificat numérique d'authenticité d'une œuvre. Et il permet d'authentifier, on va dire, deux choses. La première, c'est l'originalité de l'œuvre. Donc que l'œuvre qu'on achète provient bien de l'artiste en question. Donc c'est une signature numérique. Et permet aussi d'authentifier sa rareté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le tampon NFT sur une œuvre et qu'on a décidé de l'imprimer en 1, 10, 100, 1000 exemplaires, on ne pourra pas en ajouter plus que ça. Et donc ce certificat a révolutionné de nombreux secteurs déjà aujourd'hui. On a pu le voir parce que de nombreuses plateformes sont en pleine émergence, donc comme OpenSea, Nifty Gateway, Foundation, qui sont des plateformes de NFT généralistes et qui permettent à des créateurs de mettre en vente leurs NFT et à leur audience de les acheter. Les premiers secteurs qui ont été révolutionnés par les NFT, c'est principalement les secteurs de l'art numérique. Donc que ce soit les secteurs du graphisme, de la photographie, parce que de la même manière que pour la musique, ces artistes-là n'ont jamais eu accès à cette rareté en fait, qui a toujours été possible pour par exemple un peintre. Quand j'achète une peinture et que je la mets dans mon salon, a priori elle est unique et je le sais et elle est dans mon salon. Quand j'achète une photo ou une œuvre numérique et que je l'imprime, là c'est différent, je ne suis plus vraiment le seul à la posséder. Donc les artistes numériques ont toujours été défavorisés à ce niveau-là. Et les NFT arrivent un peu pour venir au secours de cette injustice. Un autre secteur qui a été révolutionné, c'est le jeu vidéo. Dans les jeux vidéo, pareil, on pouvait acheter, depuis le début, on pouvait acheter des objets virtuels, mais il n'y avait pas vraiment de réelle valeur dans ces objets parce que ils dépendaient du jeu. Une fois que le jeu finissait, les objets sont supprimés avec le jeu qui se termine. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a des jeux comme Axie Infinity dans lesquels chaque objet est un NFT. Même si Axie Infinity n'existe plus, quelqu'un d'autre pourrait construire un jeu sur ces NFT qui existerait toujours. Et on crée vraiment une économie parallèle. Et aujourd'hui, Axie Infinity, c'est des milliards de dollars de transactions. Les NFT ont aussi révolutionné les domaines du sport, comme par exemple avec NBA Top Shot ou Sorare. NBA Top Shot, on vient collectionner des moments, donc des courtes vidéos de ces artistes, de ces basketballeurs préférés. Et on peut les collectionner et les revendre. Dans Sorare, en fait, on se remet un peu dans l'esprit Panini, c'est-à-dire on va collectionner des cartes de ses joueurs préférés, on va pouvoir jouer avec. Et alors, NBA Top Shot, c'est 300 millions de dollars de transactions par mois. Sorare, c'est plus de 30 millions de dollars de transactions par mois. Donc ça commence à devenir vraiment des marchés significatifs. Nous, avec Pianity, on veut faire exactement ça, mais pour la musique. On veut recréer cet aspect de rareté face à la copie. Pour les musiciens, et on veut leur permettre de se dégager une nouvelle source de revenus. Et alors, c'est pas du tout une source de revenus complémentaire en fait. On s'est rendu compte que cette source de revenus aujourd'hui, on pensait qu'elle serait 10 fois supérieure au streaming, et on se rend compte aujourd'hui que sur Pianity, les artistes gagnent 1000 fois plus
et en fait en une semaine que ce qu'ils gagnent en un an sur les plateformes de streaming. Donc c'est vraiment une source de revenus qui est devenue significative et qui ne rentre pas en compétition pour les artistes avec leurs sources de revenus actuelles. Donc ils peuvent toujours faire du stream, ils peuvent toujours faire de la radio, ils peuvent toujours faire leurs dates classiques. Mais en plus vient s'ajouter cette source de revenus qui en fait on le pense nous va devenir majoritaire à l'avenir. Alors il y a un aspect des NFT qui est un petit peu décrié, c'est l'impact environnemental que ces NFT peuvent avoir. Et c'est vrai, on en est conscient chez Pianity. En fait, la plupart des projets sont basés sur Ethereum et on sait qu'Ethereum consomme énormément d'énergie et du coup l'impact environnemental des NFT qui sont stockés dessus est significatif. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de ne pas construire Pianity sur Ethereum, mais de construire sur une blockchain qui s'appelle Arweave et qui consomme environ 1000 fois moins qu'Ethereum. Donc en consommant 1000 fois moins, en gros l'approximation c'est quoi? C'est que quand on produit des NFT sur Pianity, ils ont un impact qui est significativement moindre que même un vinyle ou un CD. Donc aujourd'hui, on contrôle vraiment cet impact et on se rend compte qu'il est, par rapport aux bénéfices qu'il apporte aux artistes, il est vraiment insignifiant. Et là, l'objectif en fait de ces NFT, au final, quand un fan vient acheter un NFT sur Pianity, il sait plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que l'argent qu'il dépense dans le NFT, il sait que cet argent va revenir à l'artiste. C'est fait de manière transparente. Il peut le vérifier directement sur la blockchain. 2, donc il peut vraiment diriger son argent et il peut posséder quelque chose de l'artiste. Donc il a un peu ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et finalement, il va être aussi incentivé au succès de l'artiste, parce que si cet artiste devient soit de plus en plus connu, soit fait plus de revenus sur le stream, a priori, le NFT que ses fans auront acheté va prendre de la valeur. Et du coup, le fan en fait, va être récompensé pour son soutien qui est arrivé très tôt dans la carrière de l'artiste. Donc pour nous, les prochaines étapes, en fait, ça va être d'accentuer ce sentiment d'appartenance à une communauté et d'accentuer ce do it together et du coup l'interaction entre les fans et leur artiste préféré. Super, merci beaucoup Kevin, très intéressant. Justement, pour rester un peu sur Pianity, j'ai quelques questions sur Pianity. La première, c'est quelle spécificité du contenu artistique vs d'autres produits ou services? Plus précisément, pourquoi passer via Pianity plutôt qu'une plateforme de crowdfunding plus généraliste? Alors, peut-être ma première réponse, c'est déjà que l'artiste peut tout à fait faire les deux. Il peut tout à fait continuer à aller sur Kickstarter ou continuer à aller sur Patreon et peut-être proposer du contenu qui va être différent que via son NFT. Nous, ce qu'on a voulu faire avec les NFT, et je pense que c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres plateformes, c'est que dans nos NFT, quand le fan achète un NFT, en fait, dans le NFT, il y a la musique entière. Et la musique peut faire autant 2 minutes, 3 minutes que 45 minutes, 1h30. Donc nous, on a sorti des lives sous forme de NFT, par exemple. Sur Pianity, le fan vient vraiment acheter le contenu créatif de l'artiste. Ça offre beaucoup de possibilités. Sur une plateforme de crowdfunding et aussi ça bénéficie pas que aux artistes qui débutent. Donc ça c'est effectivement avec les plateformes de crowdfunding on va aussi proposer un peu ce revenu supplémentaire quand l'artiste va débuter. Mais on propose ça aussi à des artistes qui a priori aujourd'hui n'utilisent plus ces plateformes parce qu'ils sont déjà très en place. Et ils peuvent continuer, donc a priori ils vont plus faire de crowdfunding, mais ils peuvent continuer à sortir des NFT, soit pour se dégager plus de revenus, parce qu'eux aussi peuvent en vouloir plus, ou pour justement continuer à se connecter davantage avec leurs fans, ou même juste comme outil marketing. Très clair, merci Kevin. Et par rapport à la relation entre Pianity et les maisons de disques, j'ai une question sur la concurrence. Est-ce que vous êtes plutôt concurrent ou vous pouvez signer des partenariats avec les maisons de disques? Comment vous vous situez vis-à-vis d'eux?
Alors ça, je pense que c'est l'élément peut-être majeur en fait de cette révolution NFT, c'est que nous, on arrive comme partenaire de la plupart des acteurs de la musique, y compris les maisons de disques, y compris les labels. Notre proposition de valeur, c'est une nouvelle source de revenus. Donc c'est autant pour l'artiste que pour le label, que pour la maison de disques. Donc en fait, les maisons de disques peuvent utiliser Pianity comme un outil qu'ils peuvent proposer à leurs artistes et qui pourront leur faire gagner plus de revenus. Pareil pour les labels d'ailleurs. Et justement, quelqu'un s'intéresse à la technologie blockchain et aux majors dans la musique et demande comment vous voyez évoluer la technologie blockchain chez les majors. J'imagine quelles vont être leurs actions, vont-ils investir dedans ou pas? Alors la plupart des majors aujourd'hui, que ce soit Warner, Universal, Sony, ont toutes investi dans des projets blockchain. Par exemple, Warner est investisseur de la blockchain Flow et donc clairement elle s'y intéresse. Mais je ne pense pas que les majors ont vocation à construire leur propre projet blockchain parce que c'est pas leur métier en fait. Donc c'est des maisons de disques, elles font leur métier très bien, mais je ne pense pas qu'elles ont vocation à ça. Par contre, elles ont vocation à distribuer, à mon avis, leur musique sur un support blockchain. Et du coup, c'est là que nous, on arrive pour proposer ce service donc aux acteurs de la musique. Merci. Alors, lors de l'achat d'un NFT sur Pianity, l'acheteur possède-t-il une copie du morceau ou bien une part du morceau lui-même? Alors ça, c'est un élément important et c'est probablement ce qui nous différencie justement de beaucoup de plateformes. C'est que sur Pianity, quand on vient acheter un morceau, on est propriétaire uniquement du NFT. De la même manière que quand on achète un vinyle, on est uniquement propriétaire du vinyle et ça ne nous donne pas le droit, par exemple, de le diffuser à la radio. Donc pour répondre à la question, sur Pianity, aujourd'hui, on a fait le choix de vraiment créer un produit dérivé de la musique et qui vient en source supplémentaire et qui ne va pas rentrer en compétition et offrir des parts, potentiellement des royalties. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra proposer à l'avenir. On ne se ferme pas la porte, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est complètement indépendant. Super, merci. J'ai beaucoup d'intérêt autour de Pianity. Une petite question générale, donc à la désintermédiation au global dans la musique. Quelle est la réponse des majors à la désintermédiation? Va-t-il y avoir une reconfiguration et une recomposition des acteurs autour de l'autoproduction, des autoproducteurs? Alors les majors aujourd'hui, elles souffrent de quelque chose, c'est que, comme on l'a vu, il y a un mouvement fort d'indépendance des artistes. C'est-à-dire que de plus en plus d'artistes demandent de plus en plus d'indépendance, signent des contrats de plus en plus en fait légers avec les maisons de disques ou ne signent pas du tout de contrat et se produisent et distribuent eux-mêmes leur musique. Donc de toute façon, NFT ou pas, il y a déjà ce mouvement qui est en cours. Et alors je pense que peut-être pour la première fois, les majors vont pouvoir saisir un mouvement et pas le subir. En fait, je pense que les majors ont beaucoup subi l'arrivée du streaming. Elles ont signé des très gros contrats avec les plateformes de streaming, mais en fait, elles n'étaient pas du bon côté avec elles étaient du côté, on va dire, elles ont subi un peu ce changement, alors que je pense que sur les NFT, elles peuvent être acteurs de ce changement en proposant eux-mêmes leur catalogue sous forme de NFT. Et je pense que ça, c'est vraiment une différence, c'est vraiment le do it together, c'est vraiment ça, c'est faire ensemble, c'est-à-dire entre artistes, mais aussi avec les labels, avec les maisons de disques. Très clair, merci beaucoup. Une question encore assez générale sur la désintermédiation et surtout sur la rémunération équitable. Comment arriver à stabiliser les nouveaux modèles économiques où le partage de la valeur est équitable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur? Alors je pense que c'est difficile quand on a une chaîne de valeur justement d'avoir un partage équitable parce que chaque maillon de la chaîne va vouloir prendre plus que le suivant. Du coup, nous, le moyen, et c'est un peu le sujet du Do It Together, c'est en fait de briser cette chaîne et de la transformer un peu en cercle en fait, et d'avoir des interactions directes entre les acteurs.
et des actions transparentes. Parce que concrètement, aujourd'hui, la plupart des contrats de l'industrie sont des contrats qui sont anonymes, enfin qui ne sont pas anonymes mais qui ne sont pas publics. Et donc les contrats sont complètement secrets, donc c'est difficile de savoir qui bénéficie de quel terme avec quel acteur. La blockchain rend ça complètement transparent puisque toutes les transactions sont absolument publiques. Donc quelqu'un qui veut voir quelle est la part de tel acteur pour tel NFT pourra le voir. Et donc je pense que ça va amener quelque chose de beaucoup plus équitable pour tout le monde. Et ça, je pense que ça va être un vrai changement, cette transparence dans la distribution de la valeur. Ok, merci. Sur d'autres difficultés que pourraient voir les autoproducteurs, on me demande les difficultés juridiques, administratives et techniques pour un autoproducteur pourraient freiner la désintermédiation. Quel est votre avis à ce sujet et comment contrer ces difficultés pour continuer dans la désintermédiation ? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de complètement comprendre la question, mais je vais essayer quand même d'y répondre. Ce qui est vrai, c'est que la musique, c'est probablement un des cadres les juridiques probablement les plus complexes à comprendre, parce qu'il y a énormément d'acteurs. C'est plus compliqué à comprendre probablement que le cinéma, par exemple. Parce que dans le cinéma, en fait, chaque maillon de la chaîne en fait, cède ses droits au suivant. Alors que dans la musique, chaque maillon de la chaîne garde une partie des droits et une partie de certains droits. Donc c'est des contrats qui sont assez difficiles à comprendre. Nous justement avec Unity on essaie de venir en tant que simplificateur de ces contrats, c'est-à-dire on essaie de mettre les choses complètement à plat et de venir comme à nouveau comme quelque chose de beaucoup plus transparent, parce que un contrat qui fait des pages et des pages avec des clauses qui sont assez difficiles à comprendre, qui se réfèrent à d'autres clauses, au final les artistes eux-mêmes n'y comprennent pas grand-chose, alors que de mettre quelque chose à plat où les choses sont très claires en se disant à chaque fois qu'un NFT est vendu, telle personne reçoit tant de pourcentage, telle personne reçoit tant de pourcentage, et si jamais le NFT est revendu, eh ben, l'artiste retouche une partie des gains. Là on est sur un modèle qui est très simple et à mon avis qui va être bénéfique pour justement tous les acteurs. Merci beaucoup Kevin. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Je ne sais pas si tu souhaites conclure ou rajouter quelque chose au sujet et sur Pianity peut-être. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, nous, voilà, on essaie de se positionner comme un de ces acteurs principaux du Do It Together. Peut-être que si ça vous intéresse, moi, je vous recommande de venir voir un peu ce qu'on fait sur donc pianity.com. Vous allez voir que nous, notre vision, c'est l'accès à tous de la musique. Donc, vous pourrez, en venant sur la plateforme, écouter tous les morceaux que vous voulez. Sans dépenser un seul centime. Et si par contre vous souhaitez être propriétaire d'un NFT, là vous pourrez en acheter. Et on a voulu rendre ça extrêmement simple. Donc vous pouvez à la fois payer par carte bleue, donc comme sur une plateforme classique quand vous allez faire par exemple du shopping, ou alors en crypto si vous le souhaitez, et c'est pas du tout une obligation. Donc voilà, et j'en profite pour dire qu'en ce moment même on a un événement de promotion, c'est-à-dire qu'on va bientôt sortir, on a sorti notre token, et pour ceux qui connaissent un peu les cryptos, on va faire notre ICO au mois de décembre, et donc là si vous achetez des NFT sur Pianity, vous recevez 100% de la valeur que vous dépensez en cashback sous la forme de notre token, donc c'est un moment à saisir pendant les 10 prochains jours. Super, merci beaucoup Kevin. Donc on était ravis de t'avoir pour cette masterclass. Merci à tous pour votre participation et bonne journée.